Merci de votre présence ici au nom du pôle Art Industrie, du syndicat national du décolletage, de l'agence économique départementale et de la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie. Je vous souhaite évidemment la bienvenue ici pour cette inauguration du 7e stand de Haute-Savoie sous-traitance. Comme vous l'avez pu le remarquer, eh bien, notre stand a encore évolué, il s'est quelque peu recentré sur le salon, ce qui nous permet de constater une fois de plus, si on y prête bien attention, que la Haute-Savoie est définitivement le centre du monde. Vous le savez, notre stand Haute-Savoie sous-traitance, c'est 38 entreprises, c'est une très bonne ambiance, c'est sa charcuterie, son fromage par la Fédération des hôteliers cafetiers de la Haute-Savoie. Haute-Savoie sous-traitance, c'est un peu au Midest ce qu'une attraction phare est à Disneyland. On en devient l'attraction centrale. Et je pense qu'on est presque aujourd'hui Haute-Savoie sous-traitance sur le Midest, ce que l'ETG est à la Ligue 1. Et c'est pour cela que nous avons choisi cette thématique ce soir, pour vous montrer à quel point nous sommes indispensables. Nous avons invité comme invité fil rouge Patrick Trottignon, président de cette grande équipe, cette équipe qui nous réjouit tous aux Savoyards. Bonsoir et bienvenue ici sur cette table ronde que nous avons donc consacrée à l'industrie et au sport pour essayer de faire le parallèle avec cette recherche de l'excellence que nous avons tous. Et je tiens donc à vous remercier tous de votre présence. Nous aurons dans un second temps 2 entreprises qui font partie de cette bannière Haute-Savoie sous-traitance qui seront avec nous pour en parler plus en détail. Dimétral, en général, j'avais noté que c'était le moment où vous me coupiez la parole pour, et maintenant je commence à vous connaître par cœur, alors je sais que vous avez des remerciements complémentaires aux miens. Oui, merci Floris. Bien, tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des entreprises ici, sur ce salon, et principalement sur le stand Haute-Savoie sous-traitance. Je voudrais remercier les partenaires, l'ensemble des partenaires, la Banque populaire des Alpes, qui nous fait l'amitié d'être un partenaire privilégié sur ce salon. Merci à Pascal Marchetti, qui est ici, le directeur général de la région. Merci. Et puis, remercier la Fédération des hôteliers de Haute-Savoie, qui à la fois est toujours là pour vous tous, pour vous toutes et vous tous, pour les aspects festifs du midi, voire de la soirée. Je remercie bien sûr toute l'équipe qui était animée par Roger Rollier, pour représenter bien sûr la Haute-Savoie, représenter les produits des terroirs, représenter, je dirais, tout ce qui se fait de mieux dans nos pays de Savoie et principalement en Haute-Savoie. Je remercie également les collaborateurs de CCI France qui sont là et qui me rejoignent, avec lesquels j'ai la chance de travailler notamment tout au long de cette année dans le cadre de l'année de l'industrie. Je remercie bien sûr la presse, les collaborateurs de 4 structures, de l'agence économique départementale, du centre technique du décolletage, bien sûr de la chambre de commerce et d'industrie et bien entendu du pôle de compétitivité. Je remercie également les présidents Lionel Beau et je remercie aussi Monsieur Pio qui n'est pas là. Lionel est ici dans la salle, je pense. Je l'ai vu tout à l'heure. Bien, et puis bien sûr, vous l'avez dit, je me permets de le redire aussi, un grand merci à Patrick Trottignon. Nous nous sommes vus il y a quelques mois en arrière, puis je lui ai téléphoné spontanément, lui demandant, voilà, ça serait bien d'être ici présent. On a la chance d'avoir une équipe qui nous donne du baume au cœur. Et bien, quelquefois, le président Trottignon est là aussi pour nous expliquer, comme vous l'avez dit, Floris, ce qui se passe aussi dans l'entreprise football, comme dans l'entreprise technique industrielle. Et on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette table ronde. Je me tourne vers vous, Jean-Louis Izard, vous qui présidez l'agence économique départementale, mais je rappelle que tous deux, Dimétral et Jean-Louis Izard, vous vous exprimez au nom des 4 participants, des 4 partenaires d'Haute-Savoie sous-traitance. Est-ce que justement 4 partenaires comme ça peuvent poursuivre un seul et unique but? Est-ce que c'est possible ça, ou est-ce qu'on a tous des intérêts un peu divergents puis qui se rejoignent à un moment donné? En fait, Haute-Savoie sous-traitance a été construit et bâti comme une équipe qui doit gagner. Donc on a fait abstraction de nos intérêts personnels, de notre ego, et on s'est tous mis au service d'un seul objectif, c'était de servir le territoire, de servir nos entreprises. Je le redis, c'est pas facile de travailler en équipe, il faut savoir passer sur certaines choses, et c'est un peu Haute-Savoie sous-traitance, c'est le bon exemple de ce qu'on a pu réaliser. Ça consiste à partager des tâches, à optimiser les coûts, à faire émerger de nouvelles idées, à se motiver mutuellement
Et le travail quotidien en équipe sur le département, c'est quelque chose qui se fait d'une manière naturelle. Vous avez le conseil général qui participe au financement des stands sur ce salon. Il participe aussi au financement du pôle art d'industrie, tout ça dans l'intérêt des entreprises. Il est aussi le premier partenaire public de l'ETG, qui est là ce soir. Et je veux dire, tout ça, tous ces acteurs, quand ils se mettent à travailler ensemble, font la valeur du territoire. Et si aujourd'hui on a l'ETG, qui est une locomotive qui représente le territoire au Savoyard, c'est un véhicule, une image sur notre territoire qui fait venir des visiteurs qui demain vont trouver ce territoire intéressant, qui pourquoi pas demain, après-demain, auront l'envie d'implanter une entreprise. Voilà. Les travail en équipe se fait à ce niveau-là et ça part de la volonté de beaucoup des présidents, des directeurs de service et des collaborateurs. C'est un travail en ensemble. Et puis j'imagine aussi qu'au fil de ces 7 années, une équipe se connaît de mieux en mieux, elle travaille de plus en plus efficacement. Alors, elle se connaît de mieux en mieux. On a appris à travailler ensemble. On connaît nos points faibles. Et on s'appuie sur les points forts des autres pour être plus performant. Et on essaye de faire abstraction de certaines choses. Et je vous dis, de se mettre surtout au service des entreprises, au service de nos exposants. Le seul objectif qu'on a d'être ici, c'est ça. Guy Métral, cette année, il y a une autre équipe qui s'est formée, c'est celle de l'année de l'industrie 2013. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi 2013 a été choisi pour être l'année de l'industrie? Bien avant, si vous me le permettez, je voudrais remercier également les politiques. Je n'avais pas noté que ce serait la deuxième fois. C'est ça la deuxième. Je parlerai après. Je remercie Jean-Louis Mivel qui est ici présent, qui est non seulement élu de la ville de Cluses, mais qui est conseiller général. Et puis je pense qu'il y a d'autres élus ici avec nous. Donc merci à eux d'avoir fait le déplacement, bien sûr pour la journée des maires, mais aussi pour l'industrie locale. Alors, l'année de l'industrie est partie d'une idée, c'est que l'industrie, depuis des décennies, on n'en parle pas, on en parle peu, et on commence à comprendre que c'est l'industrie qui amène de la richesse dans ce pays, que c'est l'industrie qui est un moteur de croissance, et que c'est aussi l'industrie qui, au-delà des ressources, a le plus gros investissement se font dans le domaine industriel. L'international, c'est encore l'industrie. L'exportation, bien sûr, c'est aussi l'industrie. Et je crois que la France et l'Europe sont en train de redécouvrir l'industrie. Je dirais que c'est un peu tard, mais enfin, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, on est parti de cette idée avec l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie françaises. Et le président Marcon m'a confié cette tâche pour l'année 2013 de mettre à l'honneur l'industrie, de promouvoir l'ensemble des capitaines de l'industrie, de mettre en place plusieurs événements. On a mis pratiquement 1000 événements qui ont été engagés par les chambres de commerce et d'industrie sur le plan national. Et puis nous avons fait également avec le ministre du redressement productif le train de l'industrie. Et je dois vous dire que c'était aussi quelque chose que je ne croyais pas trop. Et tout compte fait, ça ne s'est pas si mal passé que cela. Compte tenu vous avez pris, vous aussi, le train de l'industrie? Oui, j'y étais dans le train de l'industrie, oui. Je vous y ai vu. À Paris, à Lyon et à Grenoble. Et je dois vous dire que les jeunes se sont engagés à essayer de comprendre qu'est-ce qu'est l'industrie. Et 20 000 jeunes, je pense que le train de l'industrie a été un succès. Alors voilà, je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui a été fait tout au long de l'année de l'industrie, mais c'était une année riche et c'est une équipe qui s'est formée avec des élus de chambres de commerce de toute la France et fédérés autour de ce projet. L'année de l'industrie va se terminer, justement, parce que c'était l'année 2013. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est terminé tout ça ou on peut continuer? On peut faire une décennie de l'industrie? Comment on va faire? Écoutez, sur l'année de l'industrie, bien sûr, ça s'est aussi engagé avec les syndicats professionnels, avec les acteurs économiques et politiques. Donc, c'est ce que nous avons voulu. Et en quelques chiffres aussi, on a eu quand même 900 sur l'année, 900 portes ouvertes. Donc, des entreprises qui ont ouvert leurs portes pour 1000 événements, comme je vous le disais, et 75 000 entreprises. Alors demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Demain, on est au niveau des chambres de commerce et au niveau national, on est parti sur l'idée de l'année de l'innovation. Je ne vais pas porter l'année de l'innovation, mais je vais m'associer à un autre président de chambre de commerce au niveau national pour essayer de l'aider dans la démarche et de bien comprendre qu'aujourd'hui, les moteurs principaux, c'est l'international et l'innovation. Donc une dynamique durable qui est engagée, on peut dire ça comme ça? Oui, bien sûr.
Je profite pour préciser, puisqu'on parle d'excellence, d'industrie, qui a été nominé ce matin au trophée du Mides catégorie partenariat et alliance, le label Mont Blanc Excellence, qui est une approche un peu 360 degrés, qui concerne à la fois l'innovation, la production, les ressources humaines, et qui permet à des entreprises de notre région, où il y a de se comparer entre elles, d'évoluer entre elles, et puis d'identifier leurs faiblesses, leurs forces sur à peu près 2 ans. Dimétral, ce label Mont Blanc Excellence, c'est un peu le ballon d'or de nos entreprises, ou ça n'a rien à voir? Je n'ai pas l'expertise comme pourrait l'avoir le directeur du pôle de compétitivité ou le président du pôle de compétitivité, mais je dois dire que c'est un plus également pour nos entreprises, pour avoir non seulement un faisceau lumineux qui vient s'inscrire, je dirais, sur notre département et principalement autour de nos entreprises. Et je crois que cette labellisation, elle remonte et elle redonne aussi une reconnaissance à la technique, une reconnaissance à l'industrie et une reconnaissance, je dirais, à toute l'intelligence que nous pouvons avoir sur ce territoire et principalement au niveau de l'industrie dans la vallée de l'Arve. Patrick Trottignon, je vous laisse prendre le micro et prendre la parole. L'industrie, j'imagine que ça vous parle parce que j'ai regardé quelques archives et j'ai lu que vous aviez un BTS de fabrication mécanique, c'est bien vrai? C'est cela, oui. Et justement, est-ce que dans l'équipe que vous managez aujourd'hui, est-ce que vous y trouvez des parallèles? Est-ce que aussi, comme ce label Mont Blanc Excellence, on se compare dans le football? Est-ce qu'on regarde ce que font les autres? Est-ce qu'on s'inspire? Est-ce qu'on essaye d'avoir des perspectives? Comment ça se passe? Indéniablement. D'abord, je voudrais dire bonjour à tous les participants. J'ai l'impression d'être au stade, avec toutes ces belles écharpes roses là. On fera la hola à la fin, si vous voulez bien. Oui, bien évidemment, il y a un parallèle évident entre le monde de l'entreprise et le monde du sport, parce que vous parlez d'équipe dans l'industrie, parce que vous managez des équipes, et nous, la réponse est déjà dans la question, puisqu'on est une équipe. L'équipe déjà qui joue le samedi soir sur le terrain, c'est déjà une équipe qui doit se formater, qui doit apprendre à vivre entre elles. Et puis comme nous sommes aussi une jeune entreprise, nous allons puiser justement les bons exemples qui sont à notre dimension, parce qu'on ne va pas puiser dans les très grands clubs, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas les copier, mais aller copier ce qui se fait de très bien dans les clubs de notre dimension, ce n'est pas la peine de faire une mauvaise copie, il vaut mieux la faire belle. Et dans ce cas-là, on essaye de refabriquer, disons, en Haute-Savoie et dans le club d'Évian Tournon-Gaillard, ce que nous pensons bien dans les autres clubs. Sachant que nous sommes un jeune club qui a 5 ans d'existence, avec beaucoup de très jeunes collaborateurs qui se sont construits avec ce club. Donc il a fallu que chacun apprenne à travailler en équipe avec les autres d'abord. Et puis comme on était un peu réduit en termes de nombre de collaborateurs, eh bien beaucoup ont dû apprendre à s'évader de leurs tâches initiales pour aller justement aider le copain d'à côté pour essayer de faire mieux, d'aller vers l'excellence, parce que quand on passe du national à la Ligue 1, je dois vous dire que ce n'est pas tout à fait la même planète. J'imagine tout à fait ce que vous voulez dire. On va laisser la parole aux 2 entrepreneurs qui nous font le plaisir d'être avec nous sur cette table ronde. Je commence par vous, justement, Alain Crozet. Vous dirigez Dayo Entreprise. Vous avez 9 personnes qui travaillent avec vous et vous êtes spécialisé dans les secteurs hydraulique, médical et aéronautique. Et votre parcours est assez compliqué. À la base, vous n'étiez pas du tout dans l'industrie puisque vous étiez plutôt un profil paysagiste, m'avez-vous expliqué. Et vous alliez vous mettre à votre compte lorsque votre père qui travaillait dans cette entreprise, les circonstances de la vie ont fait qu'il a repris cette entreprise en 95, si mes souvenirs sont bons. Et vous l'avez accompagné dans cette reprise et vous avez traversé de nombreuses épreuves depuis, puisque vous m'avez expliqué qu'en 2000, vous aviez presque failli mettre la clé sous la porte, puis s'en est suivi la crise de 2009 et plein d'autres événements qui font que la vie d'une entreprise n'est pas toujours simple à gérer, mais vous avez su relever le challenge, notamment par vos techniques de management, ou en tout cas votre amour pour les ressources humaines qui vous accompagnent. Expliquez-nous comment on fait pour créer la confiance dans une entreprise et pour faire en sorte que des gens nous suivent. Bien, merci. Bon, c'est vraiment pas évident. Ça met du temps. Ça demande beaucoup d'efforts du chef d'entreprise. Et il faut aussi trouver les bonnes personnes pour faire les bonnes choses. Donc, une fois qu'on a trouvé la bonne personne, il faut arriver à l'intéresser. Sans parler évidemment en parlant de l'aspect pécunier. Parce que bon, tous les décolteurs, on le sait, ont généralement des bons salaires, mais il faut arriver, nous sommes arrivés à les mettre dans la démarche de qualité. Et, ils sont intégrés quasiment à tous les stades de l'entreprise.
Donc on se rencontre assez souvent, on fait des réunions très informelles. Hein, les réunions, on en fait tous les jours quasiment. C'est-à-dire avec tous les gens qui participent. Avec tous les gens, et toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Et puis notre but final, c'est la satisfaction de notre client. Livrer notre client en temps et en heure, lui livrer des pièces de qualité. Et vraiment, tous les salariés se sont engagés dans cette démarche. Vous m'avez dit, moi, je ne viens pas d'un milieu de patron, je viens plutôt d'un milieu ouvrier de par ma famille et mes origines. Du coup, les gars, je sais ce qu'ils veulent entendre, je les comprends, je sais comment leur faire plaisir. Comment on leur fait plaisir alors? Ah bon, on leur fait plaisir déjà en achetant des bonnes machines. L'investissement, ça fait partie de... L'investissement, quand les gars voient qu'on investit dans de la bonne machine et qu'on sort des pièces bonnes sans trop de difficultés, c'est quand même intéressant pour eux. Et puis surtout quand on écoute ce qu'ils ont à nous dire, parce que souvent ils nous disent plein de choses, mais on n'a pas le temps, on les entend, mais on ne les écoute pas. Ouais. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'écouter et de tenir compte de ce qu'ils nous disent, bien sûr dans les limites du raisonnable, mais on est toujours là pour discuter avec eux et faire avancer l'équipe. On va voir si votre voisin de droite partage, de gauche, ça dépend de quel côté on est, partage votre opinion. En tout cas, Bruno de Chaise-Martin, merci d'être avec nous sur cette table ronde. Vous dirigez, quant à vous, vous êtes le président, vous présidez donc Super Metal, que vous avez repris en 99, alors que l'entreprise était en phase de dépôt de bilan. Il y avait un plan URSSAF à payer pendant des années et des années. Et puis, par un petit peu le hasard, m'avez-vous expliqué, eh bien, vous vous êtes dit, cette entreprise-là, je veux tout miser sur ses ressources humaines, parce que vous en avez été convaincu en la visitant, et puis en rendant visite également aux premiers clients de Super Metal. Vous avez eu 3 semaines pour vous décider avec votre associé, et vous avez fait le choix de reprendre cette entreprise. Sont suivis pas mal de péripéties, puisque vous m'avez expliqué qu'il y a eu un autre contrôle fiscal et d'autres frais à payer de nouveau, et puis un incendie également en 2008 de votre entreprise. Vous étiez en phase de solder votre plan URSSAF, et un incendie a de nouveau entraîné des troubles qu'il a fallu surmonter, et vous les avez surmontés avec votre équipe. Comment avez-vous fait ? On a été un peu porté par les événements, parce que c'est vrai qu'en 99, il y avait 60 personnes qui étaient prêtes à perdre leur emploi, puisque non seulement la société était en plan, mais il y avait une assignation de l'URSSAF, parce qu'elle ne faisait pas l'échéance de fin de mois. Donc c'était la case liquidation et la fermeture de la société. Il y a un grand principe qu'on a eu, c'est de faire confiance techniquement aux équipes. Il y avait des équipes qui étaient très bonnes techniquement. Et une entreprise, c'est un peu une alchimie de beaucoup de choses. Il y a de la technique, mais il n'y a pas que de la technique, il y a du management, il y a la stratégie. Donc c'était clairement de s'appuyer sur l'équipe, donc de les intéresser. Et aujourd'hui, ils sont intéressés à l'exploitation, aux résultats, à la qualité. Ils participent à toutes les décisions de l'entreprise. C'est-à-dire tout le monde, parce que vous avez, je crois, 92 employés, tout le monde peut participer à ça. On peut faire un management collaboratif, participatif. Alors dans chaque îlot, il y a des panneaux d'affichage où il y a des directives qui viennent de la direction, et il y a également les remontées de l'ensemble des collaborateurs qui donnent des idées, qui donnent des appréciations, qui donnent des réponses, qui détectent des problèmes à régler dans la démarche Lean, par exemple. Donc c'est vraiment du management participatif. Et puis il y a 2 principes importants, je pense, c'est de ne jamais décevoir en disant ce qu'on va faire et en faisant ce que l'on a dit. Et à partir du moment où on a cette démarche-là, sur ces 3 principes, la vérité, l'action et puis la participation, normalement on a l'adhésion des équipes. Et j'oubliais bien sûr, évidemment, tout ça a été permis grâce à nos clients, à certains clients qui nous ont soutenus, et à l'environnement de la Haute-Savoie. Parce qu'on ne le dira jamais assez, mais posséder des atouts comme on a dans notre territoire, à savoir le centre technique, qui est un centre technique remarquable, sans lequel des sociétés comme les nôtres n'auraient pas pu se redresser, ne pourraient pas avoir tout l'aspect recherche et développement de formation de nos collaborateurs, si on n'avait pas un centre technique comme ça. Une chambre de commerce qui nous offre quand même un dynamisme important. Après-demain, on part avec elle pour Düsseldorf pour aller essayer de conquérir de nouveaux marchés. Et donc un tissu environnemental qui est un tissu qui nous force à réaliser nos objectifs et qui nous force au succès. Dire ce qu'on fait, dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on dit pour créer la confiance. Patrick Trottignon, est-ce que ça marche aussi dans le football, ou est-ce que des fois on ne peut pas tout dire, on ne peut pas prévenir les gens de ce qu'on va faire, on est obligé d'aller un peu de l'avant soi-même? Est-ce que c'est possible
de dire ce qu'on fait toujours et de faire ce qu'on dit? C'est toujours un peu difficile parce que déjà, quand en début de saison, la presse demande les objectifs du club, bien évidemment, on aurait envie d'être un peu plus ambitieux dans les objectifs. Mais on connaît les aléas de la compétition, on connaît aussi la dimension de notre club, on connaît la dimension de notre budget. Donc vouloir paraître plus haut que nous ne pouvons le faire, c'est pas un manque d'ambition, c'est juste, je crois, un peu de modestie, en se disant qu'il vaut peut-être mieux créer la surprise, la belle surprise, la bonne surprise, que de paraître ridicule à la fin de l'année en voulant annoncer terminer 10e, et bien on va finir 15e. Donc ça, c'est un des mauvais exemples de justement toute la difficulté de la communication dans l'ambition du club. Et de l'établissement des objectifs, parce que c'est sûr qu'un objectif, c'est un challenge et qu'il faut pouvoir le... Et les le objectifs tenir. sont aussi ailleurs parfois, ne sont pas que dans le domaine sportif. J'en doute pas. Je repasse la parole à vos voisins. Vous avez tous les deux subi des crises. Alain Crozet, vous avez subi, vous m'avez dit, en 2000 c'était difficile, en 2009 également. Il y a eu d'autres événements dans la vie de votre entreprise et m'avez-vous dit, ça a finalement soudé les gars. Le fait de sentir qu'à un moment donné, tout peut leur échapper, et bien finalement, ça peut avoir un effet bénéfique, une crise peut avoir un effet bénéfique sur les ressources humaines. Est-ce que vous confirmez ça? Tout à fait. Bon, 2009, c'est quand même une crise exceptionnelle. Bon, nous, on a fait moins 54% de chiffre d'affaires. On n'a fait aucun licenciement. Moi, à l'époque, je travaillais mon frère était encore là. Et on ne s'est pas pris de salaire pendant 6 mois. On a fait du chômage partiel. On a montré l'exemple. On a montré l'exemple. Bon, eux n'étaient pas forcément au courant parce qu'ils ne sont pas au fait de la compta. Mais bon, ils ont vu qu'on a fait l'effort, qu'on a licencié personne. Et les gars sont restés, malgré le chômage partiel, disponibles. Et quand c'est reparti, on est reparti dans les starting blocks. Et surtout, moi, ce que je tiens à souligner, c'est donc en 2011, j'ai perdu mon frère, donc qui était responsable technique de l'entreprise. Et là, la question de continuer l'entreprise ou pas s'est posée. Et j'ai pu continuer. L'entreprise a pu continuer parce que les gars m'ont suivi, étaient derrière moi. Et là, vraiment, c'est vraiment le moment où ça a soudé l'entreprise et où les gars se sont vraiment sentis impliqués. Parce que sans eux, il n'y a pas d'entreprise. Donc une crise, des périodes difficiles peuvent souder et changer durablement la manière dont les ressources humaines conçoivent la place qu'elles y ont et l'implication qu'elles peuvent en donner. Pardon, dernière chose, donc, mais ça peut se passer aussi comme ça, parce que les gars ont déjà été impliqués avant. Parce que ce qui se passe aussi de temps en temps, c'est que, comme on dit, les rats quittent le navire. Alors que là, il y avait encore un capitaine et les gars sont restés sur le navire. Et m'avez-vous expliqué, chez vous, il n'y a pas de turnover ou très peu, la moyenne c'est 10 ans, on reste dans votre entreprise une dizaine d'années. Oui, il faut croire qu'ils se sentent bien chez nous. Hein. Voilà. Et c'est une bonne chose, j'imagine. Très bien. Bruno Dechaise-Martin, on parle d'excellence aussi. Est-ce que le Midest, est-ce que votre présence sur Haute-Savoie Sous-Traitance vous permet d'aller toujours de l'avant, d'apprendre des nouvelles choses? Est-ce que votre métier évolue? Est-ce que ce salon, le Midest, vous permet de contribuer à ces évolutions, à savoir ce qui se passe? Bien évidemment, la présence au Midest est essentielle. D'abord, c'est la réunion de famille, donc ça permet de voir les confrères, de voir l'évolution de l'état de l'art. Ça permet aux clients de voir que Supermetal ou les autres sociétés qui exposent ne sont pas toutes seules, qu'elles sont soutenues par un environnement, qu'il y a des organisations autour d'elles et que c'est une véritable force du territoire qui peut répondre à leurs enjeux. Nous, on a aujourd'hui un challenge important qui est de faire que la Haute-Savoie, qui a bien performé dans l'automobile, puisse ouvrir de nouveaux marchés. Et nous avons l'ambition, par exemple, de l'ouvrir à l'automobile, qui est un de nos premiers marchés. Et des clients, il n'y a pas que la région Midi-Pyrénées, reconnaissent la compétence, le tissu industriel de la Haute-Savoie. Donc les faire venir ici, au Midest, dans l'environnement de la Haute-Savoie, je dirais que ça concrétise tout ce qu'on peut leur dire dans notre usine. Et ils voient et ils touchent de près tout ce que nous avons à notre disposition pour justement innover et faire de l'excellence dans ces secteurs. Alain Crozet, m'avez-vous dit, le Midest, ça permet de se tenir informé, parce que quand on est des petits, souvent on est à la traîne, et je vous cite, on est des fois comme des cons derrière les autres. Est-ce que vous avez justement participé à des conférences? Est-ce que ce salon permet de se mettre à la hauteur, et quand on est petit, on peut aussi être plus innovant que les gros?
Je pense qu'être plus innovant que les gros, ça nous paraît quand même difficile. Hein, vu notre taille, on n'a pas de bureau, recherche et développement, etc. Mais par contre, ça nous permet de nous tenir informés. On a accès à l'information. Et c'est souvent ce qui pêche chez les petits, c'est qu'on arrive après la guerre, et là, on a vraiment l'accès à l'information. Alors après, on en fait ce qu'on en veut. Mais déjà, avoir accès à l'information, c'est super, super important. Bruno Dechaise-Martin, comment peut-on se préparer à affronter une nouvelle crise? Vous avez 2 entreprises qui en ont connu plusieurs. Une crise, ça peut arriver, quelle qu'elle soit. Comment on se prépare à affronter ce qui peut se passer? Je crois qu'il faut d'abord avoir une équipe extrêmement soudée, un personnel très motivé, et puis avoir un relationnel en dehors de l'entreprise qui permet, suivant les caractéristiques de la crise, de traverser la crise. Est-ce que ça va être une crise de capacité avec des carnets de commandes qui baissent et à ce moment-là, peut-être avoir d'autres entreprises de la vallée qui nous aident, qui nous donnent des volumes ou réciproquement? Donc je pense que c'est vraiment l'entraide. Et quand on parlait des petits et des gros, moi je suis frappé de voir, je suis arrivé dans la vallée il y a un peu plus d'une dizaine d'années. On n'ouvrait pas les portes des usines il y a une dizaine d'années. Et puis il y a eu un mouvement petit à petit qui s'est créé, un dynamisme à travers le SNDEC que Lionel Beau a terriblement modernisé et qui a fait qu'un certain nombre de groupes d'entreprises se sont soutenus dans les difficultés et se sont soutenus aussi pour essayer de servir de nouveaux marchés et d'aller vers l'excellence. Donc pour répondre à votre question, je crois qu'aujourd'hui on est peut-être plus armé qu'hier à subir des nouvelles crises, mais il ne faut pas regarder l'avenir d'un œil pessimiste. Dans nos industries, on a des secteurs qui sont porteurs, et moi je me prépare plutôt à arriver à servir les clients demain sur des marchés qui sont en croissance comme l'aéronautique ou le médical, et ça passe par une entraide des sociétés de différentes tailles, avec des grappes d'entreprises, avec un GIE. On a créé un GIE avec 3 autres sociétés, Montblanc Aéronautique, et je pense que toutes ces recettes-là, c'est des recettes pour l'avenir. Quand on regarde les Allemands, ça ne sert à rien de tout réinventer. Regardons de l'autre côté de la frontière, faisons la même chose, et je crois que notre territoire est justement, par rapport à d'autres régions françaises, très en pointe là-dessus. Et il faut qu'on continue, il faut qu'on, par exemple, le projet du centre technique de l'industrie, qui j'espère va voir le jour et que beaucoup soutiennent aujourd'hui dans la région, ce genre d'initiative et de projet, c'est ça qui nous fera surmonter les difficultés de demain. Vous m'avez dit, j'étais vu il y a 10 ans comme un hurluberlu, je vous cite, parce qu'il y a 10 ans, on ne pouvait pas du tout utiliser ces mots-là, il ne fallait pas s'associer ensemble, il y avait une méfiance réciproque vis-à-vis des décolteurs, et c'est en train de disparaître, c'est ça? Ah oui, il y a clairement un mouvement depuis quelques années qui est en train d'aller vers la collaboration, et c'est une bonne chose, parce que de toute façon, si on reste chacun dans nos usines, on n'a pas d'avenir. Écoutons les clients, écoutons les marchés, regardons de l'autre côté de la frontière. Ils nous demandent qu'une seule chose, c'est de collaborer. Bon, nous, on a un GIE depuis le mois d'avril. On a déjà des commandes qui sont passées à travers le GIE. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de problème entre nos sociétés pour se répartir les commandes. Donc je pense que tout ça est prometteur et il y a tellement d'initiatives, que ce soit autour du CTDEC, autour du syndicat, autour de la chambre syndicale, etc. Je pense que vraiment aujourd'hui, ceux qui gagneront de toute façon demain, et ça j'en suis persuadé, c'est des gens qui arriveront à collaborer, à travailler ensemble et à essayer chacun de donner sa pierre à l'édifice de l'excellence et non pas à rester dans son coin. Parce qu'effectivement, qu'on soit petit ou gros, même quand on est un peu plus gros et qu'on reste dans son coin, eh ben on n'a pas accès à l'information, on n'a pas accès à l'ensemble de l'évolution des marchés et de l'état de l'art. Patrick Trottignon, l'ETG est une entreprise comme une autre, on peut le dire, j'imagine. Comment est-ce qu'on se prépare aussi à affronter les crises que peut subir une entreprise comme la vôtre? Parfois, on est même en pleine crise. Mais évidemment, l'ETG est une entreprise comme les autres parce qu'on a un modèle économique qui existe, on a aussi un équilibre économique à respecter. Et puis parce qu'on a une entreprise qui doit générer en tout cas un budget de l'ordre de 28 millions d'euros, 28 ou 29, ça dépend un peu ça dépend parfois des résultats sportifs, puisque lorsque vous faites un parcours de Coupe de France comme l'an passé, eh bien le budget gonfle évidemment naturellement de lui-même, hein, puisque les redevances
de la télévision pour la Coupe de France fait que le budget peut atteindre un peu plus de 30 millions d'euros. Donc on est évidemment une entreprise avec les mêmes soucis que n'importe quelle entreprise dont les dirigeants sont présents ici, avec du personnel. Il faut savoir que l'ETG aujourd'hui représente 98 personnes, une entreprise de 98 personnes. Donc ça me semble pas anodin. Sans compter tous les gens que l'ETG fait travailler, toutes les entreprises qui gravitent Il autour. faut savoir que les statistiques du football français, c'est pas moi qui les ai faites, mais c'est la Ligue de football. Un joueur professionnel génère en emploi direct ou indirect 22 emplois. C'est quand même relativement important. Ouais. Puisqu'on parle du foot professionnel, bon, je suis venu avec quelques chiffres, hein, parce que bien entendu, je ne peux pas tout savoir par cœur, mais le chiffre d'affaires du football français, c'est 4,4 milliards d'euros. C'est tout de même pas non plus anodin dans l'économie française. Et les clubs professionnels eux-mêmes génèrent 1,3 milliard d'euros. Voilà, avec évidemment toutes les retombées économiques qui sont conséquentes. Concernant l'ETG, c'est un club qui fait partie des petits clubs français. Maintenant. Si, parce qu'en termes de budget, on est évidemment encore à la traîne. Lorsqu'on annonce 28 ou 30 millions d'euros, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, mais c'est malheureusement le petit club. On fait partie des 4 plus petits budgets du football français. Ouais. Mais en tout cas, on se bat avec nos moyens. Je pense qu'on se bat bien. On répond aussi à l'état d'esprit et à la mentalité d'un territoire qui sait ce que c'est que de travailler pour réussir. Et d'ailleurs, je pense que je suis un tout petit peu fier d'être l'invité de lancement du MIDEST, parce que si on m'invite, c'est parce que l'ETG a de l'importance dans l'environnement local. Et parfois, je n'ai pas toujours l'impression d'être aussi important que cela, l'entreprise que je dirige. Et en fait, on s'aperçoit que nous sommes très importants, parce que souvent dans les interventions des personnes autour de cette table, eh bien évidemment, on fait référence à l'ETG, à ce qu'elle apporte au territoire, à sa visibilité extérieure, à ce qu'elle apporte aussi à l'image qu'elle donne du département de la Haute-Savoie à l'extérieur. Et rien que pour ça, c'est une très grande responsabilité que nous avons. Vous dites un petit club avec un budget moindre que les autres clubs. Est-ce que justement, ça veut dire pour vous que sans investissement et sans budget colossal, on ne peut pas concurrencer les gros? Ou est-ce que vous n'êtes pas la preuve du contraire, que justement, en choisissant bien ces investissements, on peut jouer dans la cour des grands? Oui, bien sûr, mais je veux dire, vous savez, c'est toujours difficile, parce que quand on joue sur le terrain qui est le nôtre, on est évidemment en risque permanent, quoi. Parce que investir, ça veut dire quoi? Investir, ça veut dire chercher les bons joueurs au moindre coût. Mais en faisant ça, vous êtes en risque, parce que si une saison particulière, on fait les mauvais choix, on en fait 1 et 2 ou 3, on va se mettre vite en difficulté. Donc il faut effectivement être beaucoup plus précis, être beaucoup plus perspicace que nos adversaires, et c'est ce qui nous permet en tout cas de réussir pour l'instant, puisque nous entamons notre 3e saison consécutive en Ligue 1, ce qui est d'ailleurs, il faut le dire, une référence, puisque nous sommes le premier club français primo-accédant, je dis bien primo-accédant, à rester 3 années de suite en Ligue 1, et j'espère même entamer prochainement une 4e année, ce qui serait encore plus beau, et peut-être même d'autres années, parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que, pour reprendre ce que vous disiez, je suis convaincu que, comme on dit dans le terme montagnard, mais de fabriquer notre club piton après piton, c'est ça, hein, c'est ce que disent dans l'alpinisme, eh bien je crois qu'on est dans le vrai. On est dans le vrai, on ne se prend pas parce que nous ne le sommes pas, on y va doucement, sûrement, avec les méthodes qui sont les nôtres, et je dois dire que c'est un exercice difficile auquel nous avons été confrontés, parce que nous ne sommes partis de pas grand-chose. Nous sommes partis du club de national et on est monté 2 années consécutives. Et vous imaginez la difficulté que serait la vôtre dans vos entreprises si on vous disait en 2 ans, votre budget va être multiplié par 7 ou par 8, parce que vous auriez des chiffres d'affaires à respecter et donc des plans de charge supplémentaires. C'est une vraie difficulté à réaliser cela, parce que en plus, elle est encore plus difficile en sport, parce que lorsque vous allez en Ligue 2, vous vous dites, bon, on va investir un petit peu, mais il faut qu'on fasse attention parce qu'on va peut-être redescendre en national. Et quand vous êtes en Ligue 1, vous vous dites, bon, on va aller doucement parce qu'on va peut-être redescendre en Ligue 2. Et les budgets ne sont plus les mêmes. Parce qu'il faut savoir que ça peut intéresser peut-être tout le monde ce que je vais vous dire, mais lorsqu'on parle de budget de 28 ou 29 millions d'euros, il faut savoir que la moitié du budget, 14 millions d'euros, proviennent des droits télé.
Ça, c'est la corbeille, c'est ce que tout le monde touche en France. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, Marseille ou Nantes ou Évian touchent au départ de la compétition 14 millions d'euros. La différence se fait ensuite en fin de saison lorsqu'il y a une prime de classement en fonction du classement final, où là, les primes sont relativement plus importantes, la différence, puisque le 17e doit toucher une prime de maintien d'1,8 million ou 9, et le champion de France touche 25 millions. Donc ça veut dire que là, la différence est beaucoup plus importante. Mais ce qui veut dire que quand on construit un budget, vous parliez d'entreprise, on doit évidemment on doit faire face aux risques éventuels, parce que vous partez forcément avec des objectifs de recettes, par exemple le sponsoring. Le sponsoring, vous le fabriquez petit à petit. On ne sait pas toujours au 1er juillet de chaque année, quand on démarre une saison, ce qui est le début de notre exercice comptable, que nous allons faire précisément 7,5 ou 7,8 millions d'euros de budget. Donc forcément, on prend un risque sur quelques centaines de milliers d'euros, et ça peut se cumuler en fin de saison. Et lorsqu'on prévoit une moyenne de spectateurs de 10 000, si on en fait 9 500 ou si on en fait 11 000, c'est plus tout à fait la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un risque dans la façon de mener le budget. Et je dois dire simplement, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est que le TG n'alimente pas le déficit du football français, puisque depuis 5 années, nous arrivons à gagner régulièrement un tout petit peu d'argent. Ça s'applaudit effectivement. Et on peut le faire également, on peut applaudir nos 2 autres entreprises qui étaient avec nous aujourd'hui, et vous l'avez vu, avec vous Alain Crozet, avec vous Bruno Dechaise-Martin, vous pouvez les applaudir. On peut gravir les échelons petit à petit, on peut partir d'une entreprise en crise, d'une entreprise déficitaire, d'une entreprise qui doit de l'argent à l'État, et on peut arriver à gravir les échelons et aujourd'hui gagner de l'argent, investir, continuer d'investir et aller vers l'excellence. On a beaucoup entendu parler de Supermétal, je laisse le mot de la fin au président Supermétral. Ça c'est trop. Bien écoutez, merci à tous, mais je voudrais juste revenir sur le fait que dans l'industrie, il y a beaucoup de sport aussi, et on a la chance, je ne sais pas s'il est encore là, ah oui, Lionel Beau. Lionel Beau, je pense que l'année prochaine, il devrait être à cette table-là, à ta place, Patrick, parce que c'est un grand champion de l'automobile. De rallye. Donc on fabrique automatiquement dans cette vallée de l'Arve des grands professionnels. Et vous-même êtes un grand sportif, parce que je crois que vous êtes abonné à Canal+, je crois. Exactement, oui. Enfin, toujours est-il, je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents pour ces quelques instants. Merci à toi, Patrick, de nous avoir ouvert, je dirais, et mis une certaine lumière sur ce qu'était le TG, pour ceux qui sont profanes dans cette discipline. Merci bien, et puis merci aux entreprises, aux entrepreneurs. Merci à vous, les chefs d'entreprise, les dirigeants, les collaborateurs de l'ensemble de cette organisation. Je pense que c'est utile parce que c'est un travail qui est considérable. Merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, je vais repasser la parole à Patrick Trottignon, comme je pense qu'il a une histoire à raconter. Et j'espère que, mon cher Patrick, la France va gagner quand même ce soir. Ça serait, on le souhaite tous. Ça serait quand même, ça nous mettrait du baume au cœur. Et puis peut-être qu'être un peu patriote pour ce soir, ça ne serait pas une mauvaise chose. En tout cas, moi, je le conçois comme cela. Voilà, merci à vous. Et puis après l'intervention de Patrick, vous avez un buffet qui vous attend, offert bien sûr et organisé par les professionnels du tourisme de la Haute-Savoie. Patrick Trottignon, le mot de la fin. Oui, je voulais juste vous dire qu'avant de venir, j'avais préparé mon intervention, j'avais pris des notes. Je ne voudrais pas repartir sans que ça ne me serve à rien. On les publie sur Facebook. Parce que là, vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied, on dit bon, ça y est, on arrête, le mot de la fin. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une petite... On continue un peu quand même, parce qu'on m'avait dit que j'allais intervenir pour expliquer les retombées économiques de l'ETG dans le département. Alors, je vais vous donner quelques chiffres quand même, parce que je vous ai parlé de budget, mais vous ne savez pas ce qu'on en fait du budget. Le budget, donc, il faut savoir que à quelques unités près, nous reversons à l'économie départementale plus de 4,5 millions d'euros par saison. 4,5 millions d'euros. C'est quand même pas tout à fait négligeable. Et ces 4 millions d'euros, elles sont les grands thèmes. Hein. Niveau sécurité, vous n'imaginez peut-être pas, mais la sécurité, c'est près d'1 million d'euros dans la saison. La sécurité, c'est les stadiers, c'est la police, on fait travailler des entreprises de sécurité, donc grâce à l'ETG. On fait travailler aussi des traiteurs, parce que, si vous ne le saviez pas, nous faisons plus de 1200 repas par match. 1200 repas par match pour les VIP, dont beaucoup d'entre vous faites déjà partie.
Le traiteur, c'est un budget qui représente 700 000 euros. Voilà. Ensuite, on paye aussi une location au Stade d'Annecy. Ce n'est pas gratuit le stade. On paye presque 500 000 euros par an qu'on reverse donc aux collectivités. On paye aussi on paye des assurances aux courtiers locaux. On paye aussi des différents salaires. Donc vous voyez, j'ai voulu vous donner ce chiffre de 4,5 millions, qui est donc le montant global que nous reversons à l'économie locale. Autre chiffre important, la masse salariale du club. La masse salariale du club, c'est environ 10 millions d'euros bruts par an, hors charge. Vous imaginez bien que les gens, nos joueurs de football, et ça c'est un secret pour personne, qui ont des salaires qui sont des salaires de cadres supérieurs pour la plupart, il y en a une vingtaine qui ont des salaires de cadres supérieurs, consomment, ils achètent des voitures, ils achètent des maisons, parfois des logements. Donc c'est autant d'argent qui forcément est reversé dans l'économie locale et départementale. Donc voilà, j'en arrêterai là, en précisant toutefois également que depuis maintenant 4 ans, nous avons dû également investir dans la rénovation du parc des sports d'Annecy, ce qui a représenté environ entre 3,5 et 4 millions d'euros de travaux réalisés par les entreprises locales. Et puis tout récemment, ça va être inauguré le 2 décembre prochain, nous avons également réalisé le centre d'entraînement et de formation sur le domaine de Blonay, sur la commune de Publier. C'est un investissement global de un peu plus de 7 millions d'euros, réalisé aussi par les entreprises locales. Donc vous faites le compte vous-même, 7 et 4, ça fait 11. En termes de travaux publics, ce n'est pas tout à fait anodin non plus. Je vous remercie de votre attention. Et vous pouvez applaudir Patrick Trontignon. Non, on va passer... C'est notre chapitre mot de la fin, en fait. Oui, ça dure une demi-heure. c'est le mot de la fin. On va passer au buffet. Et je voudrais remercier aussi le Midest, les collaborateurs du Midest. Je vois Annick Turpot ici. Toutes les personnes qui travaillent dans ce salon. J'ai eu la chance de travailler avec chacune et chacun d'eux. Pour vous dire que ce salon, c'est un salon, je veux dire, de plus en plus puissant, qu'il est bien organisé, qu'il y a des hommes et des femmes qui sont vraiment, qui aiment ce salon. Et je crois que rien que pour cela, on pourrait leur donner un petit coup de chapeau et quelques applaudissements. Et on peut les applaudir. Merci infiniment à tous les 5 et merci à vous tous de votre attention. On vous laisse profiter sagement ou moins sagement, c'est au choix, du cocktail préparé par la Fédération des cafetiers, hôteliers et restaurateurs de la Haute-Savoie. Bonne soirée à tous.